Eh bien bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo les différentes stratégies dans l'investissement immobilier. Donc tu vas voir, c'est quelque chose qui est assez vaste. L'investissement immobilier, tu as énormément de choses à faire dedans, tu as énormément de stratégies. Tu as la possibilité de t'enrichir rapidement selon la stratégie que tu vas utiliser. Tu vas pouvoir t'enrichir beaucoup plus rapidement que d'autres personnes qui vont opter pour différentes stratégies. Enfin bref, tu vois, c'est tout un milieu, on va dire, où chaque choix du coup va vraiment influencer sur comment tu vas t'enrichir, comment tu vas pouvoir augmenter ton patrimoine immobilier, etc. Donc tu vois, c'est super intéressant. Et puis tout simplement, selon tes objectifs, tu vas devoir opter pour telle ou telle stratégie. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première stratégie dans l'investissement immobilier, qui est on va dire la plus classique, ça va être le fait d'acheter un appartement et de le louer à une famille. On appelle ça la location longue durée. Donc tu vas louer cet appartement à une famille. Généralement, tu vas calculer pour justement que le loyer de cette famille-là rembourse ton crédit immobilier. Le plus et les moins avec cette stratégie, je vais dire que par exemple le plus, c'est que c'est une stratégie qui est super simple à faire. C'est-à-dire que dans l'immobilier, tu auras toujours de la demande pour se loger, d'accord? Tout le monde a besoin d'un toit sur la tête, donc forcément, tu trouveras toujours des familles et puis il n'y a pas besoin de faire une grosse étude de marché. Ok, tu prends quasiment n'importe quelle ville, tu achètes, tu mets une famille en place et voilà, ton crédit s'autofinance. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que du coup, tu ne vas pas pouvoir t'enrichir dans l'immobilier. Donc ça, c'est le premier obstacle que tu vas retrouver. Le deuxième, c'est que tu ne vas pas pouvoir réemprunter facilement au niveau des banques. Donc ça, si ton but dans l'investissement immobilier, c'est de devenir riche, de t'enrichir, d'augmenter ton patrimoine, d'atteindre une liberté financière et géographique rapidement, ce n'est pas la bonne stratégie. Par contre, si maintenant tu souhaites simplement placer ton argent dans l'immobilier, y mettre une famille, ok, tu peux tout simplement opter pour cette stratégie qui, on va dire, est une stratégie beaucoup plus simple que les autres. Mais voilà, si ton but c'est de t'enrichir, je te déconseille fortement de cette stratégie. Ok. En plus de ça, généralement, il faut savoir que les personnes, elles vont prendre une famille, la mettre dans l'appartement, elles vont dire c'est bon, je paye 500 euros de crédit, la famille me donne 700 euros, je me fais une marge de 200 euros tous les mois, c'est super. En fait, ce n'est pas la réalité des choses parce qu'il faut savoir que tu vas devoir payer la taxe foncière, tu vas certainement payer la CFE. Enfin, là, il y a plein de choses à payer qui vont venir annexes, en fait, en annexe au bien immobilier. Donc tout de suite, tu ne vas pas te retrouver en bonne rentabilité. Et puis généralement, en fait, si tu fais le calcul sur un an, tu perds de l'argent, tu rajoutes de l'argent tous les mois. Donc ce n'est pas très intéressant, on va dire. Donc voilà, pour cette stratégie-là, comme j'ai dit, si tu veux t'enrichir dans l'immobilier, je te la déconseille fortement. Ensuite, la deuxième stratégie, ça va être pour moi une des meilleures stratégies, ça va être la colocation. Ça va vraiment venir booster ta rentabilité. Tu vas pouvoir faire x2, x3, x4 sur ton loyer de base. Donc ça, c'est super intéressant. On va dire le plus et le moins pour cette stratégie. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'optent pas pour la colocation parce qu'elles se disent « oui, mais dans mon secteur, j'ai pas d'étudiants, dans mon secteur, c'est pas assez rentable, etc. » Si jamais tu souhaites faire de la colocation, je te conseille d'aller voir une des dernières vidéos qui est sortie sur notre chaîne où vraiment je t'explique toute la colocation et tu verras que c'est super important. Donc, pour revenir sur la colocation, alors c'est une stratégie qui cartonne, c'est une stratégie qui fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir d'étudiants, tu peux avoir des jeunes actifs, tu peux avoir des étudiants, des professionnels, voilà. Ça va dépendre de plein de choses. Généralement, en plus de ça, tu vas venir faire une plus-value quand tu vas revendre l'appartement. Donc tout ça, j'explique dans la vidéo dont je t'ai parlé juste avant. La colocation, pourquoi c'est très bien? Parce que justement, tu vas faire x2, x3 sur ton loyer. Tu peux très bien, dans un appartement, on va dire un 3 chambres, mettre une famille entière. Tu vas prendre 700, 750 euros de loyer, d'accord? Tu décides de faire une coloc, tu vas prendre 500 euros par chambre, ça va te faire 1500 euros tous les mois. Donc, tu as doublé en fait ton loyer de base. Donc, ça, c'est super important et franchement, je te le recommande. Donc, voilà, la deuxième stratégie, ça va être la colocation. En plus de ça, ça va te permettre de pouvoir réemprunter facilement au niveau des banques. Pourquoi? Parce que la banque, si tu veux, elle va étudier ton premier projet immobilier. Elle va se dire, ok, il va investir, d'accord, ça s'autofinance, c'est super. Mais justement, quand tu vas apporter un deuxième projet à la banque, elle va se dire, d'accord, mais du coup, le premier projet, il s'autofinance à peine, tu ne dégages pas de cash flow, donc d'excédent de trésorerie, c'est ce qui te permet de t'enrichir tous les mois, d'accord, le bénéfice que tu vas faire. La banque, elle va regarder tout ça. Alors que si tu arrives avec un projet de colocation,
bah forcément, direct, la banque elle va dire ah oui, en plus que ça s'autofinance, il dégage de l'excédent de trésorerie, il dégage du cash flow. Ok, pour le premier investissement, tu auras beaucoup plus de facilité à obtenir un crédit. Pour le deuxième, ça sera pareil, etc. Et lorsque tu vas te retrouver bloqué, tu vas pouvoir revendre un appartement, d'accord? Et en ayant fait l'optimisation et l'agencement nécessaire pour faire une colocation, tu vas pouvoir le revendre plus cher. Admettons, tu avais acheté un T3 que tu as transformé en T4, tu vas revendre au prix d'un T4 alors que tu avais acheté au prix d'un T3. Donc tout de suite, tu vas faire une grosse plus-value. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec la colocation. Tu vas également retrouver comme stratégie à haute rentabilité, d'accord, tu vas retrouver la location courte durée, ce qu'on appelle la LCD. Tu as sans doute dû en entendre parler, si tu suis les groupes IMO, etc. Beaucoup de personnes parlent de LCD parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, alors très intéressant quand tu veux t'enrichir parce que tu vas pouvoir faire des mois à 2000, 3000, 4000, 5000 euros selon le type d'investissement que tu vas viser. Et ça, c'est super intéressant. Alors la LCD, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu vas acheter un appartement et que tu vas le mettre sur Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor, etc. D'accord? Tu vas tout simplement faire payer à la nuitée en fait ton appartement. D'accord? C'est pas comme la colocation où tu mets un étudiant à l'intérieur, il reste toute l'année ou il reste 9 mois. Là, c'est vraiment à la nuitée. Donc c'est super intéressant. Ce qui fait que tu vas pouvoir augmenter tes prix. Tu vas pouvoir mettre, je sais pas moi, 70 euros, 80 euros par nuit. Voilà, si tu as un taux de remplissage de 25 jours sur un mois, tu fais déjà un très très gros chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super important. Si jamais voilà, tu décides de mettre à 100 euros la nuit, il suffit que tu loues 10 jours pour atteindre 1000 euros de loyer. Tu vois, et franchement, 100 euros la nuit, tu verras que c'est pas dérisoire. C'est quelque chose qui se fait énormément selon la prestation que tu vas apporter à ton appartement. D'accord? Il y a des appartements, c'est 300, 400, 500, même 10 000 euros la nuit. Là, par exemple, sur Bali, il y a des villas qui sont à 10 000 euros la nuit. Tu vois, mais parce que c'est des trucs, c'est énorme. Bon, c'est les plus grosses villas de Bali, d'accord? Mais ça se fait, tu vois. Alors, je dis pas qu'il faut investir là-dedans, d'accord? Tu peux très bien viser des petites superficies, par exemple, et te démarquer de la concurrence, ok? Ça aussi on l'explique dans d'autres vidéos sur la location courte durée, mais tu peux te démarquer de la concurrence. Par exemple, faire une love room, faire un appartement à thème, ok? Plus tu vas augmenter la prestation, plus tu vas te démarquer de la concurrence, plus tu vas pouvoir louer à la nuitée beaucoup plus cher. Donc ça c'est super intéressant. Donc voilà, la LCD c'est que tu vas louer à la nuitée et donc c'est vraiment bien si tu veux t'enrichir. Par contre, justement quand tu vas présenter ton dossier en banque pour obtenir ton financement, si tu arrives à la banque et que tu dis regardez, j'ai fait mon étude de marché, tu présentes ton dossier bancaire, tu leur dis j'ai fait mon étude de marché, je vais pouvoir louer 90 euros par nuit, 100 euros par nuit, ça va me faire 3000 euros par mois, enfin voilà. Si tu leur présentes ça, la banque elle va te dire ok c'est bien, tu vas faire énormément de ventes locatives, c'est top, mais on ne pourra pas t'accorder ton crédit. Ou en tout cas ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que la location courte durée c'est une stratégie qui est volatile. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr d'avoir finalement une personne demain, après-demain, etc. Même si tu sais que ton projet va fonctionner, la banque, elle, ce qu'elle va évaluer, ça va être le risque. Donc tout de suite, si tu lui présentes un projet en LCD, elle voit location courte durée, risque, le taux de remplissage qui ne va pas être effectué, les loyers qui vont pas forcément, enfin le taux de remplissage qui ne va pas rembourser le crédit, etc. Donc tout de suite, c'est à risque, ok? Et ça, la banque, elle le voit. Donc quand tu veux faire un projet LCD, tu viens présenter ton appartement en tant qu'appartement lambda, en tant que location longue durée par exemple, ou colocation, et derrière, une fois que tu as le crédit immobilier, tu peux faire de la location courte durée. Alors le point qui est un petit peu négatif avec la LCD, c'est que du coup, il y a énormément d'immeubles qui interdisent de faire de la LCD. Et ça, c'est justement un piège dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs débutants, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de la location courte durée, ils ont leur crédit, ils commencent à faire des LCD, et un beau jour, on vient leur dire c'est interdit de faire de la LCD ici, donc ça peut aller en procès, etc. Ça peut aller très loin. Pourquoi? Parce que dans le règlement de copropriété, le règlement de copropriété, c'est ce qui te dit ce que tu peux faire ou non dans ton immeuble et dans ton appartement. Ok? Donc chaque immeuble possède un règlement de copropriété. Et si dans ce règlement de copropriété, il y a une clause de bourgeoisie stricte, ça veut dire que tu ne peux pas faire de stratégie commerciale. Donc tu ne peux pas faire du Airbnb. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la location courte durée, c'est considéré comme une activité commerciale. Voilà. Donc si jamais tu as une clause de bourgeoisie stricte, tu ne peux pas faire de LCD. Donc si ton but c'est de faire de la location courte durée, tu zappes directement cet appartement-là et tu en cherches un autre où le règlement de copropriété autorise la LCD. Donc voilà,
Le gros point positif avec la location courte durée, c'est que tu n'as pas de loyer impayé. Effectivement, vu que c'est via Airbnb, Booking, etc., c'est via des plateformes de réservation, bah, les gens ils payent en avance pour venir. Donc ça, c'est pareil, c'est super bien parce que tu n'as pas forcément de loyer impayé. Pareil, il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais la casse, je vais faire venir des personnes que je ne connais pas, ils vont casser mon appartement, etc. Ils vont faire des soirées. Tu as énormément d'assurance, tu as Aircover, etc. Qui te permet en fait, tout ça, ça va te permettre de te couvrir. D'accord, il y a beaucoup d'assurances qui vont permettre de couvrir la casse. Airbnb rembourse énormément quand il y a de la casse, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a plein de dispositifs, tu peux très bien mettre. Maintenant, Airbnb autorise des genres d'alarmes, en fait, si tu veux. C'est des dispositifs qui permettent de détecter le nombre de personnes dans l'appartement, au niveau des voix, etc. Donc voilà, j'ai jamais utilisé personnellement, mais voilà, si jamais tu as peur, tu peux l'utiliser, il n'y a aucun souci. Donc voilà, pour la location courte durée, ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas faire de grosses rentes locatives si tu fais une bonne étude de marché. Il faut savoir que c'est volatile et que ton crédit immobilier, faudra utiliser notre stratégie pour l'obtenir. Donc voilà pour la location courte durée. Tu vas également avoir ce qu'on appelle le bien hybride, la stratégie hybride. Alors ça, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu vas venir faire de la colocation pendant 9 mois, ok, et ensuite, juin, juillet, août, tu viens faire de la location courte durée. Alors ça, c'est super puissant parce que finalement, sur un mois, quand tu vas lisser tes loyers sur un mois, tu vas avoir des loyers de dingue. Il faut savoir que la LCD, ça cartonne l'été. Donc forcément, juin, juillet, août. Juin, juillet, août, les étudiants, généralement, ils laissent l'appartement parce que c'est les grandes vacances. Ils partent en vacances, ils retournent dans leur famille, etc. Donc c'est parfait. Ça, c'est une stratégie que j'utilise beaucoup, qu'on utilise beaucoup avec Sébastien, parce que c'est tout simplement ce qui cartonne énormément. Donc tu vas mettre les étudiants quasiment toute l'année en colocation. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que juin, juillet, août, tu vas faire de la location courte durée sur Airbnb. Et donc forcément, ton taux de remplissage, il va être quasiment à 100% parce que dans les zones étudiantes, généralement, c'est aussi des zones touristiques. Okay, selon l'étude de marché que tu as fait, ça tu peux vite le savoir. Et donc, vu que c'est des zones touristiques, ça cartonne l'été et c'est super. Donc voilà, la stratégie du bien hybride, c'est une stratégie que tu peux présenter aussi à la banque parce qu'il y a la partie colocation qui vient rassurer la banque, qui est beaucoup moins volatile que la location courte durée. Ensuite, en stratégie d'investissement, tu vas retrouver l'achat-revente. Okay, alors l'achat-revente, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'acheter un appartement, d'accord, en dessous du prix du marché, de le retaper et donc tout de suite de le revendre une fois qu'il est retapé. Tu vas faire ce qu'on appelle une plus-value, c'est-à-dire que ça va être la différence entre le prix d'acquisition, travaux, notaires, etc. Donc tu vas prendre ce prix-là, admettons 100 000 euros, d'accord, et tu vas prendre le prix auquel tu as revendu l'appartement, admettons 200 000 euros. Ok, tu vas faire 200 000 euros moins les 100 000 euros, ça va te faire 100 000 euros de plus-value. Ok, c'est tout simplement ce que tu t'es mis dans la poche. Alors il faut savoir qu'il peut y avoir certaines restrictions. Si jamais tu fais un achat-revente en tant que résidence secondaire, d'accord, tu vas être taxé 36% sur ta plus-value. Voilà, c'est comme ça, d'accord. Donc, si jamais tu veux éviter ça, tu peux le faire passer en résidence principale, où là, tu seras exonéré de ta plus-value, de ta taxe sur ta plus-value. Donc ça, c'est plutôt bien. La plus-value, ça te permet également d'avoir finalement 3, 4, 5, 10, 20 ans de loyer en une seule fois. D'accord? Tu récupères 100 000 euros de plus-value, ça te fait 20 ans de loyer en une seule fois. Et ça, c'est super intéressant. C'est une stratégie qui va extrêmement vite également. Alors, il faut faire attention à ne pas abuser de cette stratégie-là. Sinon, l'État français va considérer que tu es marchand de biens. D'accord? Si tu en fais plusieurs dans l'année, tu vas être considéré comme marchand de biens. Et donc, pour pallier ça, tu vas devoir ouvrir une SAS de marchand de biens, tout simplement. Tu devras ouvrir une société, ok, qui, elle, du coup, va faire que de l'achat-revente. D'accord? Mais si jamais tu en fais qu'un de temps en temps, c'est super pour t'enrichir. Le plus et le moins de l'achat-revente. Alors, je dirais que le moins, c'est que du coup, tu n'as pas cette sûreté d'avoir des loyers tous les mois, d'accord? Tu n'as pas cette sûreté d'avoir tous les mois des loyers. Par contre, finalement, tu vas avoir une seule grosse somme d'un coup que tu vas pouvoir réinjecter par la suite. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de négatif avec l'achat-revente, ne serait-ce que si tu en fais trop, tu dois être classé en tant que marchand de biens, donc ouvrir une société. Et là, forcément, ça va être des frais supplémentaires, ça va être des charges supplémentaires. L'investissement prend une autre tournure. Hein. Donc voilà, après, c'est des choses à regarder avec un comptable, un expert comptable, etc. Ce qui est bien du coup avec l'achat-revente, c'est que ça va également te permettre de réduire ton taux d'endettement. Admettons, tu as 3 appartements, ton taux d'endettement est au maximum, tu ne peux plus réemprunter, d'accord, même si tu fais énormément de loyers, de chiffre d'affaires, tu ne peux plus réemprunter. Ce que tu vas faire, ça s'appelle un réarbitrage. Tu as 3 appartements, ok,
Tu décides d'en revendre un. Généralement, tu vas revendre celui qui te prend le plus de temps ou celui qui tourne le moins bien. Ok, tu décides de revendre celui-ci, d'accord? Tu vas faire une plus-value. Si tu as bien fait ton investissement et bien géré ton investissement, tu viens faire une plus-value parce qu'on prévoit toujours la plus-value quand on investit dans l'immobilier selon la stratégie que tu vas utiliser. Tu vas faire ta plus-value, donc tu vas rembourser ton crédit. Et si tu veux, en remboursant ton crédit, naturellement, tu vas diminuer ton taux d'endettement. Donc là, tu vas pouvoir repartir sur un projet immobilier. Ok. En plus de ça, vu que tu as fait de la plus-value, tu vas peut-être potentiellement, pourquoi pas, la réinjecter dans un bien immobilier. Ok. Et en la réinjectant, directement, tu vas pouvoir emprunter beaucoup plus. Tu revends un T3, ok. Par exemple, tu revends ton T3 et derrière, tu vas acheter. Oui, c'est un petit peu la jungle derrière, c'est un petit peu la nature. Tu peux entendre, il y a un gecko. Si tu n'as jamais entendu de gecko, ça fait ce bruit-là. Donc voilà, je disais justement pour la plus-value, ouais, en fait en revendant par exemple un T3 ou un T2, d'accord, tu revends un appartement, tu vas rembourser, tu vas diminuer tout ton endettement et avec la trésorerie que tu as fait, avec la plus-value que tu as fait, tu vas repartir sur un autre investissement. Et là en fait le but du réarbitrage, ça va être de repartir sur minimum 2 appartements, donc faire une division et ça c'est justement la stratégie dont je voulais te parler juste après l'achat-revente. Donc voilà, tu vas faire une division, tu vas prendre un appartement, par exemple le couper en deux, ça te fait 2 appartements, ou partir sur un petit immeuble de rapport, etc. Voilà, donc du coup, une autre stratégie qui est la division, une stratégie que j'apprécie énormément parce que finalement, tu vas être libre de pouvoir faire beaucoup de choses. Tu vas avoir 2 types de division, la division officielle, la division non officielle. Donc ça, on vous en parlera également. C'est une stratégie qui est vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'acheter un seul appartement et finalement d'être propriétaire de 2, 3, 4, 5 appartements. Donc ça, c'est très puissant. Donc la division, qu'est-ce que tu fais? Tu prends par exemple un appartement de 80 mètres carrés, tu vas diviser en 2 appartements de 40 mètres carrés. Ok, tu vas pouvoir faire plusieurs stratégies locatives. Donc si tu fais une division non officielle, quand tu vas revendre, ça va être très compliqué de revendre les 2 lots séparés, d'accord, voire même impossible. Par contre, une division officielle, tu vas pouvoir revendre lot par lot et ça, c'est vraiment très intéressant. Bref, la division, ça va être donc d'avoir 2, 3 appartements en n'ayant acheté qu'un seul appartement. Donc tu te retrouves déjà propriétaire de plusieurs appartements. Ce qui fait que tu vas pouvoir faire plusieurs stratégies. Admettons, tu as un petit appartement de 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Bon, tu peux faire de la location courte durée. L'autre appartement que tu as fait à côté qui est beaucoup plus grand avec 2 chambres, tu vas pouvoir faire de la colocation. Et le 3e appartement, pourquoi pas, ça peut être ta résidence principale. Voilà. Ou une autre stratégie, voilà, sans souci, le revendre pour faire un achat-revente, te faire un petit peu de cash, etc. Donc voilà, la division, c'est le fait d'acheter un appart et de l'optimiser pour en créer plusieurs à l'intérieur. Donc ça, voilà, c'est assez complexe à faire selon les arrivées d'eau, selon la copro, il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est quelque chose qui est possible et avec cette stratégie, tu peux t'enrichir rapidement. Et enfin, une stratégie qui est pour moi une des meilleures, ça va être l'achat d'immeubles de rapport. Alors un immeuble de rapport, ce qu'on appelle un IDR, tu as sûrement dû voir ça également sur Internet. Donc quand on dit IDR, ça veut dire immeuble de rapport. C'est quand tu vas acheter un immeuble où à l'intérieur, tu vas avoir plusieurs appartements. Alors il y en a beaucoup qui se disent, un immeuble c'est énorme, c'est un building, etc. Non, pas forcément, ça peut être une maison de ville sur 1 étage, 2 étages, où dedans tu vas avoir 3 ou 4 appartements. Voilà, c'est pas obligé d'être un énorme immeuble. Donc voilà, tu en as plusieurs. Si jamais tu vois pas du tout à quoi ça ressemble, c'est très simple. Tu vas sur Le Bon Coin, tu tapes Perpignan, tu tapes immeuble de rapport ou simplement immeuble et tu vois, il y en a énormément à la vente. Je te déconseille d'investir sur Perpignan dans certaines zones parce que généralement tu as beaucoup d'immeubles comme dans le quartier Saint-Jacques, etc., qui sont des quartiers qui craignent énormément. Voilà, mais c'est vraiment pour que tu aies l'idée de voir à quoi ressemble un immeuble de rapport. Il y en a énormément en vente là-bas pour pas cher, pour 120, 130 000 euros. Mais encore une fois, attention au secteur. Étude de marché, c'est la plus importante. Tu fais ton étude de marché pour pouvoir investir. Voilà, donc tu peux checker, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, l'immeuble de rapport, ça te permet d'acheter plusieurs lots en même temps. Ça va te permettre, donc d'une, d'obtenir ton crédit immobilier beaucoup plus facilement parce que ça vient rassurer la banque. Tu vas avoir plusieurs loyers. La banque, elle ne va pas se dire, oui, mais si jamais tu as un locataire qui ne paye pas, bon, c'est pas grave. Si jamais ça arrive, c'est pas grave, d'accord? Tu auras d'autres appartements qui vont rembourser le crédit de l'immeuble de rapport. Donc c'est tout bénef. En plus de ça, tu vas acheter en gros, d'accord? Tu achètes beaucoup plus gros, tu achètes énormément de superficie. Donc directement, c'est beaucoup moins cher le prix au mètre carré. Ça, c'est super bien. Tu vas également avoir comme avantage, c'est du coup pour les travaux. Tu vas faire beaucoup plus de travaux. Donc tu vas avoir 2 avantages à faire ça. Le premier, c'est quand les personnes arrivent, voient un immeuble de rapport
et se disent waouh, mais il y a trop de travaux, c'est pas possible, comment je vais faire, etc. Ben, elles passent, elles jettent l'éponge, d'accord. Donc les immeubles de rapport, tu as beaucoup moins de demandes parce que les gens ont plus de mal à se projeter et donc forcément moins de demandes, plus de négociations. Donc il faut savoir que ça c'est super important. Le fait de même de faire des travaux, tu vas pouvoir acheter tous tes matériaux, tu vas pouvoir acheter les cuisines, les frigos, etc. en plusieurs. Donc là également avoir des tarifs préférentiels, ok, vu que tu vas acheter beaucoup plus de lots. Donc ça c'est super bien. Ok, l'immeuble de rapport, des fois il ne faut pas se dire waouh, l'immeuble il est à 80 000 euros alors qu'une maison de ville va être à 200 000 euros. Non, il ne faut pas avoir peur, il faut juste regarder les travaux. Il faut également regarder tout, les murs, le taux d'humidité dans les murs. Il y a plein de choses à regarder dans un immeuble de rapport. Mais ça, on fera une vidéo vraiment dessus, parce que c'est une vidéo qui prend du temps pour vraiment expliquer comment investir dans un immeuble de rapport. Mais je pense que ça peut t'intéresser, même comme premier investissement, ça peut parfois être cool. Les personnes qui se disent, je préfère me faire la main sur un petit appartement, mettre une famille à l'intérieur. Si ton but c'est d'enrichir, ne fais pas ça, je te l'ai déjà dit, tu fais pas ça. Tu viens directement, si vraiment tu te sens de le faire, tu viens investir dans un immeuble de rapport, ok, dès le premier investissement. Ça va te permettre d'avoir énormément de loyers qui vont tomber. Donc en plus de rembourser le crédit, directement derrière, ça va te faire beaucoup de cash flow, beaucoup de trésorerie. Ça va permettre de montrer aux banques que c'est quelque chose qui tient la route, de venir les rassurer en cas de loyer impayé, même s'il y a beaucoup d'assurance, tu viens rassurer les banques. Ça va te permettre d'acheter beaucoup moins cher, d'avoir des matériaux beaucoup moins chers. Voilà. L'immeuble de rapport, c'est vraiment parfait et je te conseille fortement de le faire. Avec un immeuble de rapport, tu peux devenir indépendant financièrement et géographiquement. Parce que si jamais dans ton immeuble, tu as 5 lots, bon, bah, tu vas en mettre en location courte durée, tu vas en mettre en colocation, tu vas en revendre certains lots. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec un immeuble de rapport. Tu n'as pas de souci avec la copropriété, vu que c'est ta copro, c'est ton immeuble. Donc tu n'auras aucun souci pour mettre des boîtes à clés, pour l'automatisation, etc. Pour plein de choses, pour la modification à l'intérieur, tu n'auras aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est vraiment très puissant, l'immeuble de rapport. Et donc moi, je te conseille, si tu commences à investir dans l'immobilier, si tu commences à t'intéresser à l'investissement immobilier et que tu ne sais pas sur quelle stratégie partir, pars sur de la colocation, de la LCD ou vise directement un immeuble de rapport. Alors bien sûr, tu auras le bien hybride, la division, ok, ça peut être intéressant. Mais si voilà, tu ne te sens pas forcément de le faire, bon, bah, dans ce cas-là, pars sur une coloc, pars sur une division, regarde nos vidéos sur l'étude de marché pour une colocation, la LCD, tout ça. Voilà, tu peux partir sur ces stratégies-là parce que c'est des stratégies qui cartonnent et c'est ce qui va permettre de t'enrichir. Encore une fois, je l'ai dit, si ton but c'est de t'enrichir dans l'immobilier, ben regarde un petit peu quelle stratégie va te permettre, de pouvoir arriver à t'enrichir, de pouvoir atteindre tes objectifs rapidement, si c'est plus l'indépendance financière, l'indépendance géographique, voilà. Si tu veux investir massivement dans l'IMO, ok, comment tu vas pouvoir venir rassurer les banques? Dans ce cas-là, ça va être plus l'immeuble de rapport pour acheter en lot, avoir un patrimoine beaucoup plus gros, etc. Voilà. Tout dépend de ta stratégie, mais tu peux y arriver en moins de 5 ans, tu peux largement devenir rentier et vivre de tes rentes immobilières. Donc voilà les différentes stratégies que tu peux retrouver dans l'investissement immobilier, ce qu'elles représentent, parce que je pense que beaucoup de personnes ont entendu IDR, LCD, etc., mais ne savent peut-être pas forcément ce que ça représente. Donc voilà, ce sont les différentes stratégies que tu peux retrouver dans l'investissement immobilier. Après, comme je t'ai dit, c'est vaste, il y a plein de stratégies qui voient le jour, etc. Là, je t'ai parlé que des stratégies physiques. Après, tu as les CPI, etc. Mais ça, nous, on n'en parle pas ici. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Nous, on se concentre vraiment sur l'immobilier, ok, pur et dur, et ce qui va te permettre de t'enrichir rapidement, tout en prenant l'argent des autres, l'argent que tu vas prendre en banque pour soulever des fonds et t'enrichir rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va en aider plus d'un. J'espère que ça va te permettre également de te lancer dans l'investissement immobilier. Si tu souhaites tout simplement commencer, passer à l'action, on t'a fait une formation qui est totalement gratuite, disponible en biographie. On t'explique vraiment tout l'univers de l'investissement immobilier. Donc c'est totalement gratuit, profites-en au maximum. Voilà, il y a plusieurs heures de vidéo, on voit vraiment tout détail par détail. Voilà, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Tu peux également nous retrouver sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, etc. où tous les jours on poste de nouvelles astuces. On vous tient au courant sur l'actualité de l'investissement immobilier, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker et à t'abonner. Salut!